Alors bonjour à tous et bienvenue à cette série de cours 2019 qui va traiter l'électrochimie appliquée au stockage de l'énergie et dans laquelle j'ai intitulé Suite et fin. Alors suite, ça va être bien sûr ce que je vous ai raconté pendant déjà 2 ou 3 ans sur les accumulateurs, et fin, car ça va clôturer, je dirais, tout ce qui se passe, si j'ose dire, dans le domaine du stockage électrochimique de l'énergie, en vous mentionnant aujourd'hui les dernières avancées qu'on n'avait pas pu parler car elles n'étaient pas assez matures il y a de cela 2 ou 3 ans. Donc par conséquent, ce qu'on a couvert jusqu'à maintenant eh bien, est indiqué ici. Je vais remettre ma clé. Voilà. D'où les technologies qu'on a couvertes durant ces 3 années. Eh bien, on a commencé par des systèmes relativement classiques, des systèmes rechargeables, pour finalement s'intéresser à la technologie, je dirais, de pointe de nos jours, qui est la technologie lithium-ion. On a vu finalement le développement au niveau de cette technologie, qui est utilisée dans les voitures électriques, et durant ce cours, on a également, je dirais, regardé les différentes technologies émergentes que sont le lithium-ion avancé, les batteries tout solides, les batteries lithium-soufre, les batteries sodium-ion, ainsi que les batteries lithium-air. Et plus spécifiquement l'an dernier, je me suis consacré aux électrolytes liquides et aux interfaces, et vous ai montré comment, en jouant sur les additifs, on avait pu, dans ce cas, augmenter la durabilité de ces accumulateurs et directement leur durée de vie. Alors cette année, ce que je voudrais faire, eh bien, c'est aller encore plus loin et couvrir des secteurs que je n'avais pas pu adresser l'an dernier, pour des raisons, je dirais, de maturité. Tout d'abord, je vais regarder le problème d'interface dans le cas des batteries tout solides, c'est-à-dire qu'on va passer d'un système liquide à un système tout solide, et ensuite, on va revenir un peu en arrière et s'intéresser à des technologies qui sont des technologies, comme on peut voir ici, des batteries redox flow ou des batteries à flux circulant, et également, dans le cas de développement durable, je vais revenir sur cette technologie que vous connaissez tous, qui est la pile zinc-manganèse. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a des progrès énormes qui ont été faits à ce niveau, puisque cette pile devient maintenant une batterie rechargeable pour 4 ou 500 cycles. Ensuite, je vais changer un peu de domaine, et je vais considérer, toujours dans le cas du développement durable, les énergies bleues, c'est-à-dire comment on peut transformer un flux d'ion en, finalement, ou un gradient de concentration en énergie électrique, et ainsi de suite. Et enfin, pour, je dirais, résumer tout cela, je vous montrerai comment le futur dans le domaine, qui va être celui des, je dirais, des tests pour contrôler les batteries, pour augmenter leur durée de vie, en essayant de cela, d'essayer de voir leur état de santé, ainsi que pouvoir également les auto-réparer comme on fait dans le corps humain. Donc voilà, si vous voulez, le menu que je vous propose pour cette année dans le cas de ce cours. Alors aujourd'hui, eh bien, on va commencer en s'intéressant à la problématique interface dans les batteries lithium tout solides. Et la question que je vais poser, c'est est-ce qu'une solution existe? Alors tout d'abord, pourquoi cet engouement sur les batteries tout solides? Bien, vous allez voir que là, le domaine dans lequel on travaille est fortement tiré par l'industrie. Et en effet, c'est de cela 5 ou 6 ans que Toyota a annoncé qu'en 2022, ils auraient une batterie tout solide qui pourrait directement concurrencer les batteries qui sont aujourd'hui dans les voitures Tesla. Et bien sûr, dans ce domaine, comme c'est souvent le cas, à partir du moment où un constructeur annonce quelque chose, ses voisins eh bien, en font la même. C'est la raison pour laquelle BMW s'est également lancé dans ce domaine et de nombreuses institutions gouvernementales, notamment aux États-Unis et également en Angleterre, ont fait cela. Alors finalement, quelle est la motivation derrière tout cela? Bien, la motivation, elle peut se comprendre par certains aspects. Ces aspects, je dirais, ils sont au nombre de 3. Tout d'abord, le fait de remplacer un électrolyte liquide par un électrolyte solide eh bien, va automatiquement entraîner des problèmes d'amélioration au niveau de la sécurité. De plus, si maintenant on peut travailler en milieu tout solide, eh bien, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle des configurations bipolaires, comme indiqué ici, où dans ce cas, vous allez pouvoir utiliser le même collecteur de courant comme électrode positive et électrode négative, et par conséquent économiser en volume et augmenter l'énergie volumétrique. Et enfin, pas des moindres, c'est la possibilité de remplacer, on va voir, ce n'est pas facile, l'électrode négative
par l'électrode de lithium. Et définitivement, si on peut faire cela, eh bien, on va avoir des augmentations en énergie volumétrique de 40% et voire de 60% en énergie gravimétrique. D'où voilà, si vous voulez, les chiffres et pourquoi tout cela est intéressant. Alors, si on va un peu plus loin, on s'aperçoit quand même que tout n'est pas facile. En effet, sur ce transparent, je compare la technologie lithium-métal qu'on veut développer avec les batteries à ion lithium, comme indiqué ici, et les lithium-ion tout solides. Et ce qu'il faut que vous voyez ici, c'est qu'effectivement, on a un avantage énorme à passer du lithium-ion au lithium tout solide. Par contre, à aller au lithium-ion tout solide, vous n'avez ici aucun avantage. Alors bien sûr, le nerf de la guerre se trouve ici. Mais je tiens à signaler que pour avoir cette batterie qui fonctionne, il faut maîtriser cette électrode de lithium pour laquelle on a passé plus de 30 ans sans résoudre ces problèmes de dendrite associés au retrait et au dépôt de lithium. Et vous allez voir les difficultés que cela va engendrer. Et à la fin de ce cours, vous allez même voir qu'il y a déjà des tendances où les gens abandonnent et essaient de trouver des situations hybrides. Alors bien sûr, les avantages de cette technologie tout solide au lithium, c'est qu'on a de bons conducteurs ioniques à ce jour. Il y a une connexion qui n'implique qu'un seul ion, ce qui fait qu'on va avoir directement un nombre de transport de 1, et ça c'est très important pour les dendrites. Une très faible conductivité électronique, ce que l'on souhaite, et on a des composés qui sont en température. Les inconvénients, eh bien, c'est que ce tout solide va entraîner de nouveaux procédés de production et d'assemblage. Vous allez voir que ces électrolytes, eh bien, on va avoir une stabilité thermodynamique limitée. Ils vont engendrer, je dirais, des problèmes énormes au niveau du couplage chimio-mécanique, c'est-à-dire le changement de volume lors de la prise et du retrait de lithium, et bien sûr des problèmes d'interface colossaux comme à regarder. Si je continue dans ces différences, il y en a certaines qui sont relativement importantes et qui jouent en faveur du tout solide. La première est indiquée ici. En effet, on avait vu que dans le cas d'un système liquide, eh bien, l'ion lithium est solvaté et il faut directement qu'il se défasse de sa sphère de coordination avant de rentrer dans le matériau. Eh bien, ça limite tout simplement les performances en puissance et c'est la raison pour laquelle cette problématique n'existe pas dans le cas du tout solide où on a finalement un transfert de charge relativement rapide et c'est la raison pour laquelle les densités en puissance seront meilleures. Un deuxième problème qui était très néfaste, et on l'a tous vu l'an dernier ou l'année avant, lorsqu'on a considéré les technologies lithium-soufre, il y a ce qu'on appelle le problème navette redox. Rappelez-vous, navette redox, c'est une espèce qui va être oxydée à l'électrode positive et qui va ensuite directement se déplacer vers l'électrode négative pour être réduire. Et ça va directement affecter la capacité et également les performances de l'accumulateur. Cela n'existe pas non plus dans le cas du tout solide. En revanche, ce qu'on a vu l'an dernier, c'est que pour améliorer ces interfaces dans le cas du liquide, eh bien, on a quand même pas mal de règles à ce jour, de façon à ajouter des additifs et ainsi de suite pour finalement contrôler cette interface, comme on l'a bien décrit. Par contre, maintenant, vous allez avoir un solide et il n'y aura aucun moyen de jouer avec ces additifs pour aller modifier cette interface. Donc voilà, si vous voulez, les différences essentielles entre ces deux technologies. Alors pourquoi ce renouement d'intérêt ou cette renaissance de ces technologies? Eh bien, pour la bonne et simple raison, c'est qu'au niveau des matériaux, il y a eu, je dirais, des améliorations conséquentes au cours des années. Vous voyez ici les conductivités ioniques qui n'ont cessé d'augmenter, comme indiqué ici, avec, je dirais, un papier japonais qui, en 2011, a finalement déclenché ou relancé le domaine complètement, puisqu'en ce cas, il avait été possible de préparer de nouveaux matériaux qui ont des conductions ioniques, aussi importantes que, finalement, des solutions de sel de cuisine, aqueuses et ainsi de suite. Par contre, la problématique toujours récurrente eh bien, concerne les interfaces. Interfaces qui soient au niveau de l'électrode positive, au niveau de l'électrode négative. Et là, eh bien sûr, il va falloir essayer de remédier à ces interfaces qui proviennent de la résistance de joints de grains, qui vont entraîner, on va le voir, la croissance des dendrites, d'où par conséquent, toute une science devra être développée pour aller lutter contre cette interface et, c'est-à-dire, mettre en jeu des méthodes de greffage, voire des méthodes d'enrobage. D'où ce genre de technologie qu'on va regarder aujourd'hui. Alors, pour encore accentuer
cette différence entre ces deux systèmes, que sont le système liquide, que l'on utilise aujourd'hui dans tous nos portables, et ainsi de suite, et ce système tout solide, bien la différence qu'on peut voir ici se situe une fois de plus au niveau des interfaces. Et dans ce cas, eh bien, je répète, les problèmes d'entrite vont être importants, les problèmes thermodynamiques vont être importants, et les problèmes de charge d'espace, que l'on verra plus tard, vont devenir, je dis, réellement des difficultés majeures. D'où par conséquent, il faut que vous preniez bien conscience que lorsqu'on va passer de système liquide à système solide, eh bien, on va ajouter une complexité dans ce système. D'où des recherches, je dirais, importantes dans ce domaine. Alors, comment on va ajouter des complexités? Bien, tout d'abord, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la stabilité de ces électrolytes solides? Et au départ, tout le monde croyait qu'ils étaient beaucoup plus stables que les électrolytes liquides. En effet, ces électrolytes liquides, on avait vu l'an dernier comment on pouvait définir la stabilité. Tout simplement, il faut que le domaine de stabilité thermodynamique de cet électrolyte liquide tombe directement entre les potentiels redox et les potentiels d'oxydation des matériaux d'électrode. Et vous avez une situation ici dans laquelle, si le potentiel directement de ce matériau d'électrode de réduction d'électrolyte est plus bas que l'énergie du lithium, et bien dans ce cas, vous allez avoir une réduction de l'électrolyte au niveau du lithium, et vice-versa, vous allez avoir une oxydation de l'électrolyte au niveau de l'électrode positive, c'est-à-dire des matériaux qui sont directement très résistants contre l'oxydation. Eh bien, dans le cas des matériaux tout solides, eh bien, les calculs de DFT ont pu évaluer les énergies de réaction et de décomposition de ces matériaux, soit vis-à-vis de la réduction du lithium, soit vis-à-vis de l'oxydation. Et vous voyez qu'ici, mis à part les composés binaires que vous apercevez en haut, eh bien, tous ces nouveaux électrolytes solides, notamment les thiosulfates, qui ont, je dirais, lancé tout l'intérêt pour les accumulateurs tout solides, eh bien, sont très, très instables. Vous voyez que les domaines de potentiel de stabilité thermodynamique sont relativement restreints. D'où par conséquent, ça va être un problème majeur. Dans le cas des oxydes, vous voyez qu'en ce cas, ce domaine s'élargit nettement plus, et je dirais, si j'ose dire, est presque parfait pour ces composés de type grenat, qu'on va revenir fortement durant cet exposé, dans lequel vous voyez qu'ici, théoriquement, ils sont stables vis-à-vis du lithium. D'où, c'est un peu à ça qu'on va s'intéresser. Alors, ce qu'il y a de notable, ou de notoire ici, c'est finalement ce composé, qui est ce composé LGPS, qu'on appellera par la suite. C'est le composé qui a tout déclenché, et dans lequel il était rapporté dans le papier de Nature de 2011, que ce composé était stable sur un domaine de potentiel de 0 à 5 volts. Et en effet, vous trouviez cette belle courbe électrochimique de cyclovoltammétrie dans laquelle vous voyez qu'effectivement vous avez le dépôt et le retrait du lithium jusqu'à 0 volts. Bien, vous allez voir que tout ça est totalement faux, car tout simplement c'est de la cyclovoltammétrie cyclique, et on a dans ce cas des réactions qui vont de cinétique. C'est-à-dire que le temps va être important, et avec le temps, eh bien, vous allez voir que cette interface, elle n'est pas du tout stable. Elle n'est pas du tout stable, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, 2 ans après, certains chercheurs ont montré la possibilité de faire un accumulateur avec un seul matériau d'électrode, qui était ce fameux conducteur ionique LGPS. Vous voyez, dans ce cas, ils ont fait la batterie, comme indiqué ici, du carbone électropositif, carbone électronégatif, et ils ont fait, maintenant, du cyclage. Et qu'est-ce qu'ils ont aperçu? Qu'effectivement, il y avait une activité redox aux alentours de 2,5 volts en oxydation et en réduction aux alentours de 1,5 volts. Ce qui fait que, comme on peut le voir, un composé qui semblait stable ne l'était pas du tout. Et grâce à cela, eh bien, ils ont même pu construire un accumulateur. Alors bien sûr, les capacités sont relativement faibles, comme on peut voir ici, mais ça montre finalement que ces composés ou ces conducteurs ioniques eh bien, ne sont pas des plus stables. D'où par conséquent, ce que je vais montrer maintenant, eh bien, c'est comment on va pouvoir caractériser ces conducteurs ioniques de façon, je dirais, à pouvoir sonder et détecter leur dynamique d'interface. Alors pour ce faire, eh bien, on va pouvoir faire, dans ce cas, si je répète ici, de la cyclovoltammétrie cyclique ou de la voltammétrie cyclique relativement lente, et vous avez ici, par exemple, un cyclage sur 60 cycles, où vous voyez que vous avez, dans ce cas, une séparation, vous voyez que les 2 pics rouges ici s'écartent, ça veut dire qu'on a une augmentation de la chute ohmique, on a également un élargissement des bandes,
qui indiquent qu'on a dans ce cas un transfert électronique qui devient de plus en plus mauvais. Mais l'autre technique, qui est, je dirais, beaucoup plus puissante pour tester cette interface, eh bien, c'est tout simplement la spectroscopie d'impédance, dont le principe eh bien, repose sur l'analyse de la réponse en courant d'un système électrochimique qui est soumis à une perturbation en potentiel. Et là, on va directement collecter des spectres en fonction de la fréquence pour les tracer dans ce diagramme Nyquist, comme indiqué ici. Et vous pouvez voir le circuit équivalent, où on va avoir trois domaines. Le domaine des hautes fréquences, qui vont caractériser, je dirais, l'interface, c'est-à-dire au niveau de l'électrolyte. Ensuite, le domaine à fréquence moyenne, qui va caractériser, dans ce cas, l'interface matériau-électrode positive électrolyte. Et enfin, le dernier, à basse fréquence, qui va caractériser l'interface électrolyte solide et avec le lithium, ou dans certains cas, l'indium ou le lithium. Et vous voyez qu'en ce cas, voilà directement les résultats pour le premier cycle. Maintenant, si on fait cycler cet accumulateur, ici je vous représente les variations pour 100 cycles. Alors notez d'abord l'échelle des résistances. Vous avez une augmentation considérable, puisque vous voyez l'échelle va jusqu'à 80 ici, elle va aux alentours de 500. C'est-à-dire qu'on a, dans ce cas, plusieurs phénomènes, avec notamment une augmentation de la résistance de cette batterie, avec également, pour regarder ici, une diminution de la capacitance et également un déplacement des fréquences. Cela veut tout simplement dire que lors du cyclage, eh bien, on a dans ces matériaux une augmentation de la croissance aux interfaces et tout cela dû à des compositions ou à des instabilités d'électrolytes. Et même si on regarde en fonction du temps, eh bien, on s'aperçoit une évolution de ces différentes boucles qui indiquent que là aussi, tous ces phénomènes semblent indiquer que tous ces procédés sont reliés à la cinétique des interfaces qui deviennent de plus en plus lentes dans ces systèmes. Donc voilà, si vous voulez, comment on peut caractériser, je dirais de façon indirecte, une interface ou une croissance d'interface qui est un phénomène dynamique qui se produit lorsqu'on va cycler les accumulateurs. Une autre méthode pour aller plus dans la nature des interfaces qu'on va souvent utiliser et qui a été, je dirais, utilisée de façon assez spectaculaire dans ce domaine est ce qu'on appelle la spectroscopie XPS. Où dans ce cas, bien, la technique repose sur un principe relativement simple. Il suffit de bombarder la cible avec des rayons X pour injecter des photoélectrons qui vont être directement collectés dans ce collecteur de courant, ce collecteur, pour ensuite établir le spectre d'émission ou de photoémission. Et comme directement chaque élément est caractérisé par des énergies d'émission ou de photoémission bien distinctes, on va pouvoir dans ce cas établir la nature des éléments qui constituent les composés de surface, voire la composition du matériau. Et cela eh bien, va être tout simplement utilisé pour regarder les interactions entre ces électrolytes solides et les interfaces. Et vous avez ici une expérience qui a été faite en Allemagne, dans laquelle les chercheurs ont déposé des quantités de lithium, des fines couches de lithium à la surface électrode, et en même temps, ils ont mesuré tout simplement l'évolution de ces spectres de photoémission. Les résultats sont indiqués sur cette planche, où ici on va s'intéresser au domaine du soufre, au domaine du germanium et au domaine du phosphore. Et vous voyez ici que lorsque je descends, c'est-à-dire que je vais mettre davantage ou déposer davantage de lithium, et regardez de quel nanomètre, et vous regardez dans le cas du domaine du soufre, vous apercevez une diminution du pic principal et par contre l'apparition d'un nouveau pic qui correspond à la phase Li2S. Ça veut dire qu'on est en train de voir une réactivité de surface, une décomposition. Si maintenant je regarde le cas du domaine du germanium, vous voyez qu'ici, il n'est pas évident d'apercevoir un nouveau pic. Par contre, si vous regardez l'intensité du pic correspondant au germanium plus 4, vous voyez qu'il va tout simplement décroître au fur et à mesure directement que je vais augmenter ma quantité de lithium. Cela veut dire tout simplement que, là aussi, j'ai une décomposition du composé et mon germanium plus 4 est réduit en germanium métallique. Enfin, si je vais dans le cas du phosphore, eh bien là aussi, vous apercevez la zone en verte dans laquelle vous avez un pic qui pousse et qui indique la formation d'une phase qui est un phosphure de lithium Li3P. Eh bien, à partir de cela, on peut caractériser ce qui se passe réellement à l'interface lors du cyclage, c'est-à-dire qu'on a nos composés, qui étaient une fois de plus, je rappelle, supposés stables, eh bien, on va réagir avec le lithium
pour donner une réaction, je peux dire, de conversion, de décomposition, dans laquelle vous allez former lithium Li2S, Li3P et, dans ce cas, un alliage lithium-germanium. Donc voilà, si vous voulez, ces mesures d'XPS qui sont, je dirais, qui apportent énormément dans ce domaine du tout solide. Et cela, on peut le généraliser pour la plupart des électrolytes solides que je ai mentionnés au départ, et on peut comparer finalement les vitesses de dégradation, les vitesses de décomposition de tous ces matériaux. Et ici, vous voyez directement ce qui se passe. Je vous ai montré une particule ou une interface, et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on peut finalement en déterminer, je dirais, la vitesse de croissance ou la vitesse de décomposition de ces matériaux à la surface ou à l'interface lithium-électrolyte. Et vous voyez qu'en ce cas, la phase LGPS et la phase lithium-3-PS4 eh bien, a directement une réactivité totalement différente. Et bien sûr, lorsque vous voulez utiliser, dans ce cas, des électrolytes tout solides, eh bien, il vaudra mieux utiliser cette phase plutôt que celle-ci. Et en effet, si on regarde maintenant les électrolytes solides qui ont apparu ces dernières années, dans laquelle il y a vraiment une course à obtenir des phases avec des conductivités ioniques de plus en plus performantes, eh bien on s'aperçoit que dans ce cas, ce sont finalement au fur et à mesure qu'on va augmenter la conductivité ionique, malheureusement, eh bien on va également augmenter l'instabilité. Et ça, c'est un problème récurrent où, dans beaucoup de systèmes, c'est la même chose en électrocatalyse, où au fur et à mesure qu'on va augmenter directement l'efficacité d'un électrocatalyseur, on va en diminuer sa stabilité. Bien, c'est exactement les mêmes lois qu'on a dans le cas de ces conducteurs ioniques, où au fur et à mesure qu'on veut augmenter sa conductivité ionique, eh bien, on va avoir des matériaux de moins en moins stables. Donc voilà, si vous voulez, la difficulté qu'est-ce qu'on a. Alors la question maintenant, c'est de savoir pourquoi avons-nous ce problème d'interface, pourquoi cette fameuse détérioration de l'interface. Bien, tout cela peut s'expliquer relativement simplement. C'est-à-dire que vous prenez deux matériaux, deux conducteurs ioniques, vous allez mettre l'un en face de l'autre, et bien vous êtes, dans ce cas, obligé d'avoir vous avez un potentiel électrochimique du lithium dans ces deux matériaux qui est différent. Et lorsqu'on les met en contact, eh bien, ce potentiel électrochimique veut devenir égal, et par conséquent, ça va entraîner une migration du lithium. Et comme le soufre attire moins le lithium que l'oxygène, eh bien, le lithium va passer du composé au soufre vers l'oxyde. Et cela eh bien, va créer une zone déficitaire en lithium qui va être isolante. Et c'est ça qui va être responsable pour votre dégradation de l'interface. D'où, bien sûr, l'astuce pour contrecarrer cela, eh bien, c'est d'aller injecter une couche tampon entre mon oxyde et mon électrolyte. Et c'est ce qu'on va voir qui va se faire et qui se fait aujourd'hui dans beaucoup de composites, d'électrodes composites qui sont utilisés comme dans les accumulateurs. Et cela veut dire que maintenant, eh bien, on va avoir toute une chimie qui va consister à aller modifier les surfaces de ces particules par des méthodes de broyage, des méthodes en solution et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ce qui va se passer. Alors maintenant, si on a cette zone déficitaire, eh bien, là aussi, ça va entraîner, je dirais, des conséquences énormes et des différences essentielles avec les batteries liquides. En effet, si on regarde maintenant ce qu'on fait systématiquement dans le cas des technologies à ion lithium liquide, c'est que nos électrodes sont toujours préparées avec du carbone. Et bien dans ce cas, l'ajout de carbone va être totalement néfaste, car ça va tout simplement faire ou augmenter, dans ce cas, la zone de déplétion, puisqu'il va y avoir un transfert d'électrons le long du carbone qui va faire en sorte que les réactions de décomposition vont continuer à se propager. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce cas, bien, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure qu'on augmente le taux de carbone, bien, vous voyez, vous avez une pente additionnelle et vous avez, dans ce cas, une augmentation de surpotentiel qui indique que vous avez, dans ce cas, une zone de déplétion qui est beaucoup plus grande. Tout ça, je dirais, c'est une information très importante à prendre en considération, car ces fibres de carbone eh bien, vont faciliter l'oxydation du soufre de moins en soufre S0, comme indiqué ici, et je dirais, le point essentiel qu'il faut que vous reteniez lorsque vous allez vouloir mettre directement des enrobages autour d'une particule,
eh bien, c'est que l'oxyde que vous allez mettre autour de cette particule doit avoir une conductivité électronique plus faible que le conducteur ionique, qui dans ce cas est les thiosulfates, et ainsi de suite. Et ça, c'est un point primordial lorsque vous allez directement considérer le choix des additifs pour améliorer cette interface. D'où le message, dans ce cas, c'est vraiment que lorsqu'on travaille avec le tout solide, eh bien, il faut regarder ou reconsidérer totalement les types d'additifs qu'on va mettre dans nos électrodes. Alors tout cela, eh bien, pour me conduire finalement à un récapitulatif, où je vais montrer jusqu'à maintenant, vous avez l'électrode, où on a, je dirais, mentionné fortement les problèmes d'interface liés à, vous pouvez voir ici, l'irréversibilité, mais également liés aux réactions de dégradation qui ont lieu à la surface de ces électrolytes et qui conduisent à des pertes de capacité. Mais si vous voyez sur cette photo qu'il y a une autre perturbation. Regardez ici, vous avez la particule active de votre matériau et en vert, c'est votre conducteur ionique. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que vous cyclez, eh bien, il va y avoir un décollement de la particule de votre conducteur ionique. C'est-à-dire que dans ce cas, il va y avoir des changements de volume qui vont être critiques dans le cas de ce type d'accumulateur. Et ça, c'est ce que je vais appeler les effets chimio-mécaniques dans les batteries. Et vous allez voir, les conséquences vont être drastiques. En effet, pour vous simplifier directement la compréhension, je vous montre directement ce qui se passe dans le cas du liquide et dans le cas du solide. Dans le cas du liquide, eh bien, vous savez que le matériau d'électrode est de la matière qui respire. Chaque fois que vous allez faire un cycle, deux cycles, vous allez directement contracter ou épandre votre matériau d'électrode. Et vous voyez que dans ce cas, l'électrolyte va servir de pression pour pression hydrostatique. Maintenant, si je fais ça dans le cas directement du tout solide, vous voyez que lorsque ces matériaux vont directement changer de volume, il va y avoir, dans ce cas, une fracture des électrodes. C'est-à-dire qu'il va y avoir des pores, il va y avoir des surtensions, des résistances interfaces et, bien sûr, des pertes en capacité. Et ça, je dirais, c'est vraiment un point très important à prendre en considération. D'où, par conséquent, il va être primordial, lorsque vous allez choisir le matériau d'électrode, de connaître ces changements de volume de ce matériau lors de l'intercalation du lithium et ainsi de suite. D'où on va voir maintenant comment on va pouvoir sonder ces changements de volume à l'intérieur des matériaux d'électrode positifs ou des matériaux d'électrode négatifs. Il y a plusieurs techniques, et on va tout simplement se consacrer à deux techniques relativement simples, que sont la technique de diffraction des rayons X, avec des cellules comme indiqué ici, où on va dans ce cas mesurer les spectres de diffraction X, et on va voir comment ils vont changer au fur et à mesure qu'on va mettre du lithium, et on va retirer du lithium. Et on va également regarder les changements en pression qui ont lieu au sein de ces accumulateurs. D'où on a des cellules, qui sont comme indiqué ici, dans lesquelles il y a un capteur de force qui va nous permettre de déterminer le changement de pression à l'intérieur de cet accumulateur. Tout de cela, on va pouvoir en déduire des contraintes et des déformations. Et ces contraintes et ces déformations, eh bien, on va maintenant avoir à introduire des notions que l'on retrouve lorsqu'on fait de la mécanique des matériaux, où on va parler de module de Young, qui va directement traduire l'élasticité d'un matériau. On va parler du module oscillement G, qui va directement traduire la raideur, ou le module de compressibilité qui est K. Et on va, dans ce cas, on compare les différentes familles de matériaux qu'on va regarder. On a les thiosulfates et les oxydes. Eh bien, il se trouve que dans ce cas, les thiosulfates vont être des matériaux, si je peux dire, mous, élastiques, qui pourront se déformer, alors que les oxydes, eh bien, vont être des matériaux résistants, durs, cassants. Et ça, eh bien, ça va modifier drastiquement les interfaces. Et, dans ce domaine, au niveau des dendrites, il y a le fameux critère de Newman qui dit que finalement, pour supprimer la croissance des dendrites, il faudra un matériau dont le module de Young serait supérieur à 8,5 gigapascal. D'où on va directement montrer maintenant ce qui se passe, et vous allez réellement voir que ces matériaux d'électrode, eh bien, ils respirent lorsqu'ils fonctionnent. En effet, là, je suis en train de vous montrer les matériaux d'électrode les plus courants, ceux que vous utilisez aujourd'hui dans vos accumulateurs. Ce sont ces fameux composés à couche, LiCO2. Et si vous prenez le composé, je dirais, mère, qui a été utilisé depuis les années 1991, et vous voyez qu'en ce cas, lorsque vous allez sortir du lithium, ce qui est relativement surprenant, vous allez directement avoir une augmentation de volume.
Pour la bonne et simple raison, c'est que dans ce cas, vous allez sortir finalement la colle entre deux feuillets chargés négativement, ce qui fait que les répulsions de Coulomb vont augmenter et les feuillets vont directement s'écarter. En revanche, pour les nouveaux matériaux qui sont utilisés dans les véhicules électriques aujourd'hui, qui sont les fameux NMC, nickel, manganèse et cobalt, vous voyez que dans ce cas, lorsque je vais sortir du lithium, au contraire, le volume va se rétrécir. Pourquoi? Parce que dans ce cas, lorsque je fais ça, je vais avoir tout simplement une oxydation du nickel plus 2 à nickel plus 4. Le nickel plus 4 étant plus petit, je vais avoir tout simplement une contraction. Et à partir de ces courbes, on peut les exploiter et finalement tracer le changement de volume partiel du lithium à l'intérieur de ces composés. Et vous obtenez directement ce graphe qui est indiqué ici, où le message en celui-ci est relativement simple, c'est que vous voyez que jusqu'aux alentours de 0,3, rien ne se passe, et ensuite 0,3, qui correspond à ce domaine ici, vous avez une augmentation, je dirais, drastique de ce volume partiel de lithium, et qui devient plus important que le fait d'ajouter un lithium à du lithium métallique. Et cela veut dire que vous allez, dans ce cas, introduire des contraintes drastiques à l'intérieur de votre matériau d'électrode. Tout ça aussi, c'est relativement important, car on va changer drastiquement la liaison chimique des oxydes. Par contre, dans certains composés, notamment les phases lithium 4 et 5O12, qui sont des phases trois-dimensionnelles, dans ce cas, si vous regardez la courbe ici, il n'y a pas du tout de changement de volume. D'où là aussi l'importance des matériaux deux-dimensionnels en fonction des matériaux trois-dimensionnels lorsqu'on va choisir les candidats pour des électrodes positives et des électrodes négatives. Et vous allez voir comment on peut jouer d'ailleurs à balancer les deux pour avoir des augmentations nulles. D'où, on peut faire ces mesures de pression. Vous allez voir ce que cela vous donne. Voilà directement ici, on est en train de cycler un accumulateur, indium-lithium, électron négatif, l'électrolyte solide et LiCO2. Et vous voyez, au fur et à mesure que je charge mon accumulateur, regardez la pression qui augmente. Et si vous regardez bien ici, vous avez des changements de 1 mégapascal qui représentent aux alentours de 10 kg par centimètre carré. Et cette augmentation est due au fait qu'en ce cas, je vous ai montré, le volume de LiCO2 augmente, il augmente de 3 ou 4%, mais c'est plutôt le volume négatif qui augmente de 40%. Et vous voyez ici, maintenant, en fonction du cyclage, vous apercevez qu'en ce cas, les mesures de pression suivent en rouge, suivent parfaitement celles de la capacité en bleu. Et cela à différents régimes. Pourquoi? Ce n'est pas surprenant, parce que ça veut dire que lorsque la capacité devient plus basse, c'est-à-dire que je vais mettre moins de lithium dans mon matériau, ou à moins d'en sortir, donc par conséquent, l'effet de pression va être moindre. Si je vais plus vite, le matériau va répondre beaucoup plus lentement, d'où ma capacité va baisser, d'où le volume va baisser, et ainsi de suite. Donc voilà directement ce que je peux obtenir par rapport à cet électron négatif. Et si je fais les mêmes mesures maintenant par rapport à ce fond de matériau dont je mentionnais dans lequel le volume ne change pas, là je suis en train directement de mesurer seulement la variation de LiCO2. Vous apercevez dans ce cas, vous voyez l'augmentation de volume que je vous mentionnais précédemment, et regardez ici, on n'est plus aux alentours de 1 ou 0,5, on est aux alentours de 0,04. C'est-à-dire qu'en ce cas, on a réduit aux alentours de 1 kg par centimètre carré l'effet de pression. Et avec les mêmes relations indiquées ici. Tout ça, ça va introduire des contraintes gigantesques sur ces matériaux d'électrodes, et spécialement sur les composés lamellaires. Et en effet, voilà tout simplement ce qui se passe. Voilà une électrode avec LiCO2, ce matériau lamellaire, après 300 cycles, et vous voyez qu'en ce cas, vous êtes en train directement de laminer totalement le matériau, c'est-à-dire que vous perdez les contacts entre les différentes particules, et ainsi de suite. Raison pour laquelle ces problèmes de volume, il va falloir les adresser ultérieurement. On peut regarder maintenant la même chose de façon relativement plus simple et voir tout simplement, de façon imagée, ce qui se passe sur un matériau ou une électron. Et ici, vous voyez, je suis en train directement de regarder une même pastille que précédemment, avec les mêmes électrodes positives et négatives, dans lequel, dans ce cas, j'ai cyclé mes 100 mètres de pression. Okay? Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez tout simplement, en raison de ces changements de volume, vous avez dans ce cas une curvature directement, une courbure, excusez-moi, de la pastille. Alors maintenant, on peut regarder et voir comment on peut remédier à cela. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut jouer avec les matériaux. Alors je remets ici cette courbe à LiCO2, où vous voyez ici
chez l'augmentation de volume et la diminution de volume. Et rappelez-vous, je vous ai dit, si je prends les autres composés lamellaires qui sont Li, NMC, et bien dans ce cas, j'ai tout simplement une diminution et une augmentation. Et ça, eh bien, avec ces changements, rappelez-vous, aux alentours de 0,3 qui sont gigantesques, et voyez ce qui se passe. Et effectivement, en cyclant, je vais avoir ce décollement entre la particule active et l'électrolyte. Et alors, l'astuce de tout ça, vous pouvez la comprendre, c'est quoi faire? Eh bien, on va mélanger A plus B, c'est-à-dire qu'on va neutraliser les volumes. Et bien, si on neutralise les volumes, effectivement, c'est ce qu'ont fait les chercheurs. Ils ont mis des composites LiCO2, lithium-MC, et vous voyez qu'en ce cas, ils ont réduit considérablement ces effets de volume, et on peut maintenant cycler ces électrodes sans, je dirais, sans effet de volume et avec, je dirais, des performances sur un grand nombre de cycles. Donc voilà un effet que l'on peut voir de ces points de volume. S'il y a ces volumes, eh bien on sait que maintenant, il va y avoir des difficultés au niveau de la taille des particules, parce qu'on sait que plus une particule est grosse, eh bien moins elle va directement s'adapter à ce changement de volume. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, on va voir que si maintenant on va changer la taille de nos matériaux d'électrode, des particules, eh bien on va tout simplement dans ce cas modifier complètement les propriétés électrochimiques. Alors là c'est intéressant, puisque vous voyez directement trois populations de matériaux avec des particules que j'appellerais larges, moyennes et petites. Et vous voyez, si je fais cycler ces matériaux dans mes électrolytes classiques liquides, eh bien, je ne peux pas distinguer entre les performances et la taille des particules. Par contre, si maintenant je regarde en tout solide, eh bien, en tout solide, vous avez les particules larges et les particules petites. Et vous voyez qu'à des régimes de C sur 10 ou encore plus à C sur 30 ou vice-versa, eh bien, dans ce cas, on s'aperçoit qu'on ne peut pas directement utiliser totalement ces particules. D'où ça montre, finalement, qu'il y a des problèmes de transfert de matière à l'intérieur de ces composites, dus à des propriétés électriques, mais également à des propriétés ioniques, et il y a des problèmes de croissance. Et on le voit très bien, parce que si maintenant on regarde ici, et on regarde finalement le taux de particules qui ont été transformées lors d'une réduction électrochimique, eh bien on s'aperçoit ici que dans ce cas, on a pour les petites particules un taux de conversion qui est relativement complet. Par contre, on a dans le cas des particules relativement plus larges, seulement 30% du composé qui est utilisé. Donc tout cela pour vous montrer la difficulté ou les difficultés associées à ces effets de volume à l'intérieur de ces matériaux d'électrode. D'où, jusqu'à maintenant, je vous ai montré deux points très importants dans le tout solide, qui sont changement de volume et également croissance ou développement d'interfaces ou réaction de décomposition aux interfaces. D'où, maintenant, eh bien, il va falloir voir comment on peut, je peux dire, remédier à ces problèmes de changement de volume et d'interface. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré. On a, au cours du cyclage, création de ces ouvertures de volume, et on a également, au cours du cyclage, dû à l'instabilité des électrolytes, des couches protectrices qui se forment directement autour des particules. Et maintenant, ce qu'on va voir, eh bien, c'est comment on peut, si vous voulez, remédier à cela et quelles sont les solutions possibles pour, du moins, tenter d'y remédier. Alors, les solutions possibles, eh bien, dans le cas des changements de volume, ça va être tout simplement de regarder, si je peux dire, l'élasticité des électrolytes qu'on va y mettre, voire ajouter certains polymères. Et bien sûr, c'est la raison pour laquelle, ici, il y a un grand avantage à utiliser des chalcogénures, c'est-à-dire des thiosulfates, plutôt que des oxydes. Et ensuite, par la suite, eh bien, pour, si je peux dire, aller contrecarrer ces réactions de décomposition, eh bien, on va faire peut-être un peu ce qu'on avait fait dans le cas des liquides, eh bien, entourer les particules ou enrober des particules de couches tampons qui vont empêcher ces réactions de décomposition. Et ça va donner, je dirais, lieu à un vaste domaine de recherche dans lequel vous avez certainement des milliers de papiers sur ces traitements de surface. Alors, j'ai essayé ici de vous résumer dans ce tableau quels sont directement tous les oxydes qui ont été utilisés comme couche tampon. Vous avez ici
Bon, lithium titanate, on a déjà vu, vous avez des silicates, des nobiates, des oxydes de tantalum, alumine, ainsi de suite. Alors, quelle est la règle pour choisir cela? Bien, la règle pour choisir cela, tout d'abord, c'est, je vous l'avais mentionné, la conductivité électronique de ces oxydes doit être plus faible que, par exemple, les thiosulfates. Et la deuxième règle, c'est que vous pouvez voir que la plupart de ces oxydes sont des oxydes acides et non basiques. D'où ça joue un rôle sur les sites nucléophiles à la surface des particules. Alors, les techniques qu'on va utiliser, bien, elles sont nombreuses. Vous allez avoir des techniques d'ablation laser pour faire des recouvrements Compocco, des techniques directement par couche atomique, broyage mécanique, pulvérisation, sol-gel et ainsi de suite. Et vous avez ici différentes approches ou différentes étapes, notamment dans les techniques de pulvérisation ou les techniques de spray coating qui sont relativement, je dirais, commodes pour faire cela. Alors, quelques exemples pour illustrer tout cela, eh bien, des exemples qui sont en cours. Tout d'abord, il va y avoir, comme je l'ai mentionné, la formation de particules corps-couronne. Vous avez ici des particules de LiCO2 qui sont entourées par des oxydes de tantal et des oxydes de nobium. Et tout ça est fait par des méthodes en solution, par des méthodes sol-gel, consistant à utiliser, je dirais, des alkoxydes de titane ou des alkoxydes de lithium. Il y a également une approche d'exsolution ou de ségrégation, c'est-à-dire que dans ce cas, on va jouer sur la température et chauffer un composé à des températures relativement élevées, de façon à entraîner une migration des cations à la surface et de créer une couche protectrice qui, dans ce cas, est de l'oxyde d'aluminium. Qu'est-ce que ça donne au niveau des performances? Eh bien, vous avez ici les résultats résumés dans ce transparent, où tout d'abord, si je regarde le cas du LiCO2 qui est non enrobé, vous voyez qu'en ce cas, la capacité est relativement faible. Si maintenant je fais un enrobage par lithium 4 Ti5O12, eh bien, je vais augmenter la capacité. Vous voyez qu'on passe ici de 70 aux alentours de 90, avec les meilleurs résultats qui sont obtenus dans le cas, tout simplement, de la méthode d'exsolution avec la phase lithium AlCO2. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire à ce niveau. Alors ensuite, il y a d'autres méthodes. Ici, je vous montre une méthode par ablation laser, c'est-à-dire on prend des particules de ce composé lithium, nickel, manganèse O4, donc le potentiel redox est autour de 5 volts, et dans ce compte-là, par ablation laser, c'est-à-dire qu'on va tout simplement mettre une pastille du composé lithium 3PO4 qu'on va par un rayonnement ablaté créer un plasma, et ce plasma, on va le condenser sur des particules en vibration, ce qui fait qu'on va entourer ces particules de ce dépôt. Et grâce à cela, eh bien, on obtient des performances améliorées. Ici, je vous montre le potentiel en fonction de la capacité. Vous voyez que le matériau qui n'a pas été enrobé, le matériau pristine, n'a aucune capacité, alors que maintenant, si on prend le matériau qui a été traité, eh bien, on s'aperçoit que dans ce cas, on a des performances qui sont nettement supérieures. Et là aussi, je vous disais, c'est de nombreux papiers qui ont été effectués. Je ne vais pas tous, bien sûr, les résumer ici. Juste mentionner une autre méthode qui est ici, une fois de plus, un dépôt de lithium 4Ti5O12 sur des particules, je dirais, d'un NMC, où on voit le même effet. Et tout ça a été généralisé. Voilà ici des particules de carbone, alors type diamant. Attention, diamant, automatiquement, c'est un isolant. La raison pour laquelle on peut l'utiliser dans ces circonstances, ce n'est pas du carbone qui va, comme je vous l'ai mentionné auparavant, conduire à une propagation de cette zone de déplétion à la surface des matériaux. On peut également faire avec des mélanges lithium-2 au CdRO2 ou voire directement avec des enrobages de lithium de CO3. Donc voilà les techniques qui sont utilisées pour faire tous ces enrobages. Et enfin, je voudrais terminer sur une technique qui a été récemment publiée, dans laquelle, dans ce cas, les chercheurs ont utilisé un mélange de borate et de carbonate pour faire, je dirais, cette protection de la surface. Alors cette expérience est relativement intéressante parce qu'elle montre ou elle met le doigt sur une propriété très importante, c'est la propriété de tous les matériaux lamellaires que l'on a, LiCO2, que l'on croit naïvement que ce sont des composés relativement purs. Eh bien, les surfaces de LiCO2 qu'on utilise sont toujours contaminées par soit du carbonate, soit de l'hydroxyde de lithium. D'où les recommandations, c'est directement de traiter ces surfaces avant d'utiliser ces matériaux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ont fait ces chercheurs, où ils ont pris deux cas. Ils ont pris les particules LiCO2 que l'on prépare de façon classique,
Et ensuite, ils ont fait un traitement à 700 degrés sous oxygène pour sortir LiOH et Li2CO3 et pour avoir, je dirais, des surfaces vierges. Okay. Et bien sûr, ensuite, c'est une surface vierge. Lorsque vous la faites maintenant réagir ou mettre en contact avec le thiosulfate, eh bien, il ne va pas y avoir de surprise. Elle va créer sa réaction de dégradation qui va directement conduire à du CO3S4. Par contre, ici, eh bien, dans ce cas, par une solution aqueuse dans laquelle ils ont ajouté de l'acide borique, ils ont pu, dans ce cas, obtenir un mélange ou un dépôt de lithium 3BO3. Et dans ce cas, eh bien, on a tout simplement une couche protectrice et qui va enrober et qui va, je dirais, protéger cette surface contre les réactions de dégradation avec l'électrolyte. Et vous voyez ici, lorsque je trace la courbe de cyclage en haut et la puissance en bas, vous voyez qu'automatiquement, lorsque je prends mon composé en pointillé qui n'est pas traité, la capacité est relativement faible, et dès que je traite, vous suivez la flèche rouge ici, vous voyez que j'augmente la capacité. De la même façon en puissance, vous voyez que dans ce cas, eh bien, nous avons une augmentation en puissance beaucoup plus importante qui, une fois de plus, vous montre qu'on a pu tout simplement contrôler de façon, je dirais, consciente cette épaisseur de couche surface et ainsi de suite. D'où voilà, si vous voulez, la problématique que l'on a dans le cas des batteries solides avec l'électrode positive. Vous voyez que les problèmes sont nombreux et vous allez voir, ce n'est pas fini, car si maintenant je passe à l'électrode négative, ils vont être tout aussi importants, si ce n'est plus. Et vous allez voir. En effet, si je passe maintenant dans le cas des électrons négatifs, c'est-à-dire que je vais m'intéresser à l'électrode de lithium. Et cette fameuse réactivité de l'électrolyte solide avec le lithium que, comme je vous l'avais dit auparavant, on n'a jamais pu maîtriser. Et alors, dans ce cas, il va y avoir, je dirais, une thermodynamique complète. Et en effet, on va pouvoir distinguer différentes sortes d'interfaces. Et je dirais que ces interfaces avec le lithium, eh bien, celles qui sont thermodynamiquement stables sont vraiment rares. Pourquoi? Parce que les cations ont tendance à être réduits par le lithium pour former, bien sûr, des composés avec l'oxygène et le soufre, qui sont lithium 2O ou lithium 2S, qui sont relativement stables. Et vous allez voir que dans ce cas, bien peu d'interfaces existent thermodynamiquement stables. Dans le cas d'une interface thermodynamiquement stable, c'est ce qui vous arrive ici, et bien dans ce cas, c'est des composés du type lithium 3N ou LLZO, pour ceux qui s'en rappellent, c'est tout simplement dans ce cas, mais grenades, je vous l'ai mentionné auparavant, qui sont stables jusqu'à 0 volts. Dans ce cas, je vais avoir une interface qui va être relativement stable. Dans la plupart des cas, dans 95% des cas, je vais avoir la situation indiquée ici. C'est-à-dire que je vais avoir une interface qui est thermodynamiquement instable, mais que je vais pouvoir directement stabiliser par des cinétiques réactions lentes. C'est-à-dire qu'en ce cas, finalement, je vais avoir la formation d'une SEI qui va être directement autopassivante. C'est-à-dire qu'elle va avoir une épaisseur bien déterminée à laquelle, finalement, peu d'électrons peuvent directement tunneler autour de cette interface. Et ça, c'est le cas des composés des thiosulfates, comme indiqué ici. Et je dirais un exemple, frappant pour cette stabilité interface et cette oxynitrure de phosphate qui va se décomposer pour donner Li3PO4, Li3N, qui est, comme on peut le voir ici, cette interface qui est relativement, stable, avec de plus Li3N, qui est un conducteur ionique. Et enfin, la dernière situation, celle qu'on ne veut vraiment pas, c'est dans laquelle, ou dans ce cas, eh bien, cette interface, elle va progresser continuellement et on va faire ce qu'on appelle les conducteurs mixtes, électroniques et ioniques. Ou dans ce cas, eh bien, il va y avoir réduction des éléments 3D, et ça, c'est une réaction qui va se produire de façon continuelle, car il va y avoir un transfert d'électrons au travers de cette interface. Et ça, c'est le cas des pérovskites et des nazicones, comme on peut voir ici. D'où le but de tout ça, c'est directement de voir ces réactivités interfaces. Et c'est là que je voudrais souligner que lorsqu'on a ces réactivités, qui sont des cinétiques de dégradation, eh bien, si vous faites directement de la voltammétrie cyclique pour aller directement dire ou écrire que vous avez une interface qui est stable, eh bien, je dirais c'est totalement irrelevant. Ça ne sert à rien, car vous ne voyez réellement pas le problème qu'il y a dans ces matériaux. D'où, ayant cela, on va voir directement ce qui se passe. Et on va prendre ces fameux grenats, dont on a la chance, comme je vais montrer, qui théoriquement sont stables, thermodynamiquement, vis-à-vis du lithium. Mais vous allez voir que là, il va y avoir encore des problèmes assez majeurs. En effet,
si je regarde directement cette interface du grenat, un des matériaux qui a une très bonne conductivité ionique, dont la dureté, je vous mentionne ici, par rapport à celle du lithium, vous voyez que là déjà, il y a une différence essentielle au niveau, dans ce cas, de l'élasticité et également de la dureté. Et lorsque vous allez faire directement cette interface, eh bien, malheureusement, cette interface n'est pas du tout comme je l'ai dessiné ici, mais il va y avoir, je dirais, des cavités, comme indiqué ici. C'est-à-dire qu'en ce cas, il va y avoir une répartition non uniforme du courant à la surface du lithium. Et bien ça va entraîner la formation de dendrites. Et là, ce que vous voyez, c'est tout simplement une courbe dans laquelle on crée une cellule symétrique qu'on va polariser positivement et négativement, et on regarde directement l'évolution du courant. Et on s'aperçoit, ou du potentiel plutôt en fonction du courant, et on s'aperçoit finalement qu'au fur et à mesure, on a une augmentation du potentiel qui indique finalement que l'interface devient, je dirais, déficitaire. Alors cela, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça a été suivi par microscopie électronique ou microscopie optique, et ici vous avez directement les images qui ont été prises en fonction du temps, au fur et à mesure qu'on fait du retrait du lithium ou du dépôt de lithium. Vous voyez qu'au départ, rien ne se passe, tout d'un coup, il y a une fracture qui arrive dans la particule. Ensuite, très rapidement, il y a un court-circuit. Et ensuite, il y a des gouttes de lithium qui apparaissent à la surface de ces cristaux. Et bien, dans ce cas, ça veut dire qu'on est en train, dans ce matériau, de créer fortement des dendrites qui ne vont pas au joint de grain, mais qui vont même briser les cristaux de grenat que vous avez. Voilà ce qui se passe ici. Alors, comment on peut l'expliquer? Eh bien, ça va s'expliquer de façon très simple, comme indiqué ici. En effet, vous voyez directement, là, une fois de plus, votre grenat, la surface du lithium avec les cavités ou les aspérités. Maintenant, lorsqu'on va polariser, vous apercevez que dans ce cas, eh bien, il va y avoir des points de haut courant dans lesquels on va avoir des courants énormes. Et c'est là où ces points vont servir de nucléation pour la croissance des dendrites. Vous voyez que les dendrites ici vont directement se déplacer. Dans ce cas, il va y avoir la propagation du lithium à l'intérieur de ces dendrites. Et ces dendrites vont toucher l'électrode positive, d'où vous allez avoir directement un court-circuit, c'est-à-dire tout le courant va passer par ici. Vous allez avoir un effet Joule, augmentation des températures conséquentes. Vous allez directement mettre le lithium en fusion, et la raison pour laquelle vous avez directement l'apparition de gouttes de lithium à la surface directement de votre composé. Donc voilà, si vous voulez, la difficulté essentielle que l'on a avec les grenats due à cette résistance interface relativement élevée. Donc par conséquent, il va y avoir pas mal d'études qui vont essayer finalement de contourner cette difficulté. Alors la première, eh bien, je la mentionne ici, où les chercheurs ont tout simplement ou essayé de mettre des composés du type silicium et aluminium qui peuvent faire des alliages avec tout simplement le lithium. Et par conséquent, ils vont finalement essayer d'augmenter la mouillabilité de la surface du grenat. Et grâce à cela, eh bien, vous voyez directement la différence. Vous voyez tout simplement une goutte de lithium sur du grenat sans couche protectrice d'aluminium ou de silicium. Vous voyez que la boule directement, et il n'y a aucune mouillabilité. Par contre, si maintenant on regarde dans le cas eh bien, où on a mis un alliage, eh bien, on s'aperçoit que dans ce cas, eh bien, on a tout simplement une très bonne répartition, ce qui indique qu'on a une très bonne mouillabilité. Et tout ça, eh bien, c'est relativement important, car il va falloir transformer une interface lithophobe à une interface lithophile qui conduit à tout simplement une rapide croissance de la résistance, décroissance de la résistance interface. Tout ça, si vous voulez, c'est des astuces que l'on va directement développer. Une autre étude qui, je trouve, est aussi très intéressante pour diminuer cette résistance interface et que je trouve d'ailleurs très astucieuse, est une étude qui a été faite par des gens de Berkeley où, dans ce cas, ils ont pris tout simplement deux populations de particules. Ils ont fait des céramiques densifiées. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des particules 10 microns et 2 microns. Ils ont fait finalement des structures, modèles, dans lesquelles ils ont fait finalement une pastille avec à la surface des particules relativement petites, c'est-à-dire plus de joints de grains, par rapport directement au centre et vice-versa.
ils ont regardé ensuite les propriétés électrochimiques. Alors voilà directement, par exemple, dans ce cas, vous avez les particules de petite taille qui sont à la surface et les particules de grosse taille à l'intérieur. Et en faisant cela, ensuite, ils ont mesuré finalement les conductivités ioniques. Alors au niveau de la conductivité, je dirais, du matériau, du cœur, bon, il n'y a pas de différence, je dirais, importante. Par contre, si maintenant vous regardez aux résistances d'interface, eh bien, vous voyez qu'en ce cas, lorsque vous avez des joints de grains ou des particules petites en surface, vous avez des résistances d'interface qui sont relativement faibles par rapport, je dirais, aux joints ou aux larges particules. Et ça montre directement l'importance des joints de grains sur cette résistance d'interface avec les interfaces ou les joints de grains les plus petits, c'est-à-dire les résistances les plus grandes. Et bien, dans ce cas, on peut, jouer sur ces résistances interfaciales et obtenir, je dirais, les plus faibles résistances interfaciales, ce que l'on cherche pour directement faire des batteries solides lorsqu'on a des particules relativement petites et ainsi de suite. Alors ensuite, eh bien sûr, pour justifier ces résultats et pour montrer effectivement que ça avait un aspect bénéfique dans le cas des batteries tout solides, ils ont fait les tests de nouveau classiques, c'est-à-dire les tests de cellules symétriques que je vais mentionner, dans lesquels vous avez 2 feuilles de lithium avec entre votre électrolyte solide. Et là aussi, on va polariser une fois de plus et on regarde ce qui se passe. Eh bien, on va directement ici, en noir, regardez, on va augmenter le courant de façon continue, en palier, pour, de nouveau, la céramique avec des particules larges en rouge et en bleu avec les petites particules. Vous voyez qu'au départ, il y a à peu près kiff-kiff, mais vous voyez qu'ici, déjà, regardez, vous apercevez qu'en ce cas, dans le cas des larges particules, le potentiel n'est même pas constant. Ça veut dire qu'en ce cas, on a déjà un problème de résistance interface. Et dès qu'on augmente davantage, bien, vous voyez qu'en ce cas, on a cette perte ou cette fluctuation du potentiel qui indique que dans ce cas, eh bien, automatiquement, on a croissance dendrite. Alors que dans le cas des particules ou des céramiques avec des joints de grains relativement, ou des particules relativement petites, eh bien, vous voyez qu'il faut aller jusqu'à des densités au courant de 154 microampères par centimètre carré afin d'obtenir, je dirais, ces problèmes. Donc tout ça pour vous dire eh bien, que les joints de grains semblent affecter également le transport de matière, le transport d'ion lithium à cette interface, avec une situation qu'on préfère, c'est une situation dans laquelle on a une grande densité de joints de grains. D'où, si vous voulez, c'est un peu ce genre de jeu que l'on voit aujourd'hui. Alors ensuite, eh bien, il y a des travaux qui consistent à, je dirais, traiter les surfaces de grenat avec, par exemple, en ce cas, du fluorure de lithium pour obtenir, je dirais, des interfaces moindres. Et là aussi, si vous voulez, c'est presque, je dirais, un critère de désaveu, c'est-à-dire qu'on commence à avoir de sérieuses difficultés et on ne croit plus finalement à pouvoir améliorer ces interfaces. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, eh bien, on voit pas mal de papiers sortir en faisant des systèmes hybrides qui n'ont plus aucun sens, dans lesquels on va maintenant eh bien, mettre un polymère pour directement écranter ou diminuer cette résistance interfaciale. Et là, j'en parlerai la prochaine fois, il y a encore une activité, je dirais, gigantesque en faisant de ce système hybride où l'on veut, pour ce faire, eh bien, faire des systèmes inorganiques, organiques, pour résoudre ce problème d'interface. Et c'est encore, ça peut aller encore pire. Et voilà notre exemple, est totalement pire d'ailleurs, où dans ce cas, là, on ne met même plus un polymère, on met un gel dans lequel on met même un électrolyte liquide pour améliorer directement le comportement. Vous voyez, si vous voulez, dans ce cas, on revient, je dirais, au point de départ, et bien sûr, on a des améliorations au niveau résistance, et comme indiqué ici. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous raconter sur l'aspect matériaux, et je voudrais poursuivre maintenant sur l'aspect assemblage. Alors, comment on va assembler ces batteries? Alors, ces batteries, on va les assembler, je dirais, par différentes méthodes. La première, c'est le qu'on fait dans le laboratoire, c'est le procédé de pressage de poudre, où on va prendre, dans ce cas, une pastilleuse, et on va mettre les poudres l'une par l'autre, et on va presser pour obtenir directement ces genres de batteries tout solides. Ensuite, il y a le coulage en bande, dans lequel, dans ce cas, on va utiliser des encres,
Et ça, c'est la méthode qui est utilisée tout simplement pour fabriquer les électrodes pour les piles à combustible, comme vous pouvez voir ici. Et ensuite, il y a des méthodes, je dirais, humides, ou par pulvérisation, où on peut obtenir également ces genres de batteries tout solides. Donc voilà, si vous voulez, les méthodes qui vont être utilisées. Alors, au niveau du laboratoire, je crois que la méthode la plus courante, c'est celle qui s'inspire fortement de la technologie à ion lithium liquide, où on va préparer des électrodes, on va tout simplement faire du coulage, découper les matériaux, et ainsi de suite. Mais vous allez voir qu'à le tout solide, c'est finalement un peu la même façon. On va tout simplement suivre tout ce genre de procédés pour obtenir des électrodes ou des batteries tout solides par pressage à froid, et ainsi de suite. D'où la question maintenant, c'est on peut également s'amuser, comme je l'ai mentionné, à mettre une couche de polymère pour, dans ce cas, améliorer les résistances interfaciales et avoir de meilleures propriétés, mais là aussi, je dirais, on dévie des batteries tout solides, comme on a démontré au départ. Alors la question, là aussi, je voudrais plutôt terminer maintenant, dans les 2 ou 3 prochains transparents, sur des questions relativement importantes au niveau pratique. Alors bien sûr, on a ces nouvelles technologies, et la question, c'est comment on va les mesurer. Alors là aussi, il y a une chose très importante, c'est que jusqu'aujourd'hui, dans les cellules de technologie lithium-ion, on a des électrolytes liquides, et voilà les types de cellules, les piles boutons, les 18650 et les switch-lock. Maintenant, dans la batterie tout solide, une condition sine qua non, c'est que pour cycler, il vous faut de la pression. Ça veut dire qu'il va falloir changer, je dirais, notre méthode de test. Et ici, vous voyez directement des tests qui ont été directement développés au collège, dans lesquels on va pouvoir contrôler la pression, comme indiqué ici, de façon relativement précise. C'est-à-dire on peut contrôler la stabilité, la précision et également la sensibilité. Et on peut, dans ce cas, obtenir des courbes électrochimiques avec, ici, en mesurant les variations de pression qui se passent tout simplement lors de la charge ou la décharge. Mais le point le plus important, c'est tout simplement cette pression. Ça veut dire que si ces batteries tout solides, on les développe, il faudra directement, dans le futur, faire en sorte de pouvoir les cycler sous pression. C'est-à-dire on peut envisager tout simplement voilà les différentes sortes de containers qu'on peut envisager. Et là, la question qui se pose, c'est le quiz de la densité d'énergie. Est-ce qu'à la fin, on va gagner réellement quelque chose sur ces systèmes ou pas? D'où, voilà directement où est-ce qu'on en est sur des tests. Alors maintenant, où est-ce qu'on en est mondialement? Eh bien, je vous ai ici rassemblé sur ces 2 transparents, sur ces 2 graphes, les résultats de tous les groupes dans le monde au niveau des performances des accumulateurs tout solides. Vous avez bien sûr le leader, qui est Toyota, celui qui a directement lancé, je dirais, l'engouement sur ces technologies, comme indiqué ici, avec des différents laboratoires. Vous avez ici la technologie à ion lithium, et vous voyez, notez ici l'échelle logarithmique, et vous pouvez voir ici qu'on n'est pas... Il y a eu des progrès, c'est clair, mais on n'est pas encore là. Par contre, je dirais, ce qui est le plus navrant, c'est que si maintenant on regarde les performances en cyclage dans ces accumulateurs, et vous apercevez que dans ce cas, je dirais, c'est relativement catastrophique. Okay. D'où, c'est un peu directement l'état de la situation. Et pour conclure cette situation, eh bien, je vais mentionner juste ce transparent, je dirais, c'est que les batteries tout solides sont prometteuses, mais la route sera longue, que ce soit au niveau fondamental ou appliqué à la commercialisation. Et la cible de 2022, qui a été mentionnée par Toyota, eh bien, est totalement irréalistique. Et je pense qu'en tant que scientifique, on doit être honnête et réaliste et ne pas encore créer tout simplement une autre désection industrielle comme on a fait dans le cas des technologies métallaires, lithium-air, et ainsi de suite. Et avec ce, bien, j'arrêterai là cet exposé aujourd'hui et je continuerai directement la problématique du lithium dans mon cours suivant. Je vous remercie.